d'approvisionnement. Des œuvres d'art de toutes sortes dans un marché presque vide. Dans le village artisanal de Soumbédioune à Dakar, les rares touristes promènent à la recherche d'articles. Considérés comme vitrine de l'artisanat sénégalais, à Soumbédioune, les touristes font de plus en plus rares. Ces villages artisanaux qui jadis étaient tout embondés de touristes se voient jour après jour dénués de ses clients. Conséquence, ces vendeurs d'œuvres d'art s'offusquent de cette diminution des clients, cause de son manque à gagner. Maintenant, on n'a plus de clients parce que nous ne sommes pas des marchands ambulants. C'est là qu'on connaît. Départ au Sénégal, c'est le village traditionnel de Soumbédioune et de Gorée et de Cap Skirring. S'il y a des clients qui viennent ici au Sénégal, c'est une région de tout celui-ci là. On peut gagner de n'importe quoi avant, mais maintenant on n'a plus de clients. Nous ne sommes pas marchands ambulants, c'est là qu'on travaille, on pose ici notre marchandise, c'est là qu'on vend. Pourtant, pour favoriser l'arrivée des touristes dans les pays et relancer le secteur du tourisme sénégalais en perte de vitesse, plusieurs mesures ont été prises ces derniers temps par les autorités nationales. La suppression des visas pour les touristes et la promotion de la destination Sénégal. Des mesures salutaires, certes, mais insuffisantes pour favoriser les retours des touristes au village artisanal. Cette situation moins convenable pousse ces artisans à demander plus aux autorités. Parce qu'on a besoin de l'aide du gouvernement. Parce que nous, particulièrement, on est déjà parti à côté. Parce qu'on ne peut plus retoucher ou retravailler le gouvernement. Donc nous, on est des artisans, on est à côté. Et à côté, quand on est à côté, donc on n'est pas avec la politique, n'est-ce pas? Donc il faut que les gens qui sont ici élus, qu'ils fassent quelque chose pour nous, qu'ils nous ramènent notre client. Un retour des clients, c'est désormais le seul vœu de ces artisans, car la pitance de ces nombreuses familles d'artisans dépendant de la vie de ces villages artisanaux de Soumbédioune. Papa Wemba, cette icône de la musique congolaise et africaine, a conquis le cœur de nombreux mélomanes par sa rumba, genre musical ayant marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Plusieurs chefs-d'œuvre parsèment son enchaînement musical. Son dernier opus en date s'intitule Maître d'école 100% Aujourd'hui, en plus de ce qu'il a comme atout musical, Papa Wemba vient d'opter pour la peinture avec des tableaux peints et brodés. Cette passion qu'il a caressée depuis sa tendre enfance la rattrape à présent qu'il est sexagénaire. Sur le pas de son coach, le peintre Alain Super, cet artiste congolais se voit tout petit dans ce nouveau paysage et désire apprendre avec humilité. J'ai essayé et puis bon, ça commence à me réussir, quoi. Je ne dis pas que je suis encore vraiment un peintre au vrai sens du mot. C'est comme l'écriture d'une chanson, hein. On s'inspire et puis on essaye de relater tout ce que vous êtes en train de penser. Mais laissez-moi encore le temps parce que bon, je ne suis qu'un bébé, quoi. Je suis qu'un apprenti, pour tout dire. Les analystes culturels pensent accorder plus de chance à travers ce nouveau job à cet artiste congolais dont la renommée s'étend bien au-delà des frontières nationales. Après 45 ans de vie musicale, le très talentueux Papa Wemba fait découvrir au public congolais et étranger une autre facette de sa personnalité. Je ne peux qu'en tant que journaliste et chroniqueur culturel, critique d'art, encourager cette soif de l'artiste de pouvoir faire autre chose dans un autre créneau. Je ne peux que l'encourager. Pour un débutant, il faut le dire, Papa Wemba nous a épatés sur le point de vue des esquisses, si je peux dire, de ces peintures, où vous voyez, déjà le thème c'est, si je peux bien le dire, peinture brodée de Papa Wemba. C'est-à-dire, là, celle-là n'est pas brodée, mais 90% de ses œuvres ont été brodées, où vous voyez des fils de broderie et tout ça, ce qui est une expérience tout à fait nouvelle pour lui. Il faut reconnaître qu'il y a quand même de la qualité et les gens ont acheté. La chance n'accorde ses faveurs qu'aux esprits avertis. Nous disons bon vent au jeune peintre Papa Wemba.
Elle mesure pas moins de 24 mètres de haut et dominera bientôt Moscou, la statue de Vladimir le Grand, la grande figure de la Russie médiévale. Ivan le Terrible, Pierre le Grand ou Staline sont des personnalités controversées. Vladimir le Grand, pas du tout. Il inspire le respect et la fierté du pays. C'est quelqu'un sur qui on pouvait compter. Vladimir le Grand a marqué le début de la société moderne russe. Importateur du christianisme à Kiev au Xe siècle, l'Église orthodoxe le considère comme un saint pour avoir converti le pays. Son effigie, portant la croix et l'épée, sera érigée en septembre sur une des plus hautes collines surplombant la capitale russe. Mais Vladimir le Grand a beau être considéré comme un héros, sa statue, et notamment l'endroit où elle sera installée, pose problème à certains. De telles figures historiques méritent des grands monuments, pour s'en souvenir, pour en savoir plus, pour s'y intéresser. Les gens sont habitués à l'espace ici. Nous avons un joli point de vue et il va y avoir un monument qui gâche cette vue. Je ne pense pas que nous en ayons besoin. Pour d'autres, ce n'est pas qu'un problème esthétique. 50 000 personnes ont signé une pétition contre l'installation de cette statue pour des raisons de sécurité. C'est une zone où le sol n'est pas stable, avec des dizaines de mètres de profondeur. Et il suffit de peu pour que ça tombe dans la rivière. De leur côté, les jeunes chrétiens orthodoxes ont réussi à recueillir 48 000 signatures en faveur du projet. Mais même si Vladimir le Grand parvient finalement à surplomber Moscou, il ne sera pas le plus grand monument de la ville. Pierre le Grand, 96 mètres de haut, gardera son titre de plus grand monument moscovite. Elle s'élève sur une vingtaine d'étages, nichée à 2 pas du Kremlin, sous le regard protecteur de Fiodor Dostoïevski, vieux sage à longue barbe, impassible sur son piédestal. Un monument de la littérature russe pour veiller sur une autre merveille littéraire, la Bibliothèque nationale de Russie, plus connue sous le nom de Bibliothèque Lénine. Une aventure qui a commencé il y a presque 200 ans après un legs de Nicolas Roumiantsev, un chancelier impérial amoureux des livres qui a fait don de toute sa collection à sa mort. Il est mort en 1826 et à partir de 1828, sur l'ordre de Nicolas Ier, le musée Romantsev a ouvert. Il y avait 28 000 livres, des incunables, des cartes, des antiquités, parce qu'il voyageait et collectionnait beaucoup de choses. 35 ans plus tard, la collection quitte Saint-Pétersbourg, la capitale impériale, direction Moscou, pour s'installer dans ce palais qui devient le premier musée de la ville. Témoin d'une histoire riche, la bibliothèque recèle de trésors inestimables, comme ces lettres de Louis XIV et de Napoléon, ou encore ce manuscrit de Dostoïevski. Un catalogue exceptionnel qui a poussé la bibliothèque à constituer un fonds rare, des premiers ouvrages imprimés au XVe siècle sur les presses de Gutenberg à des évangiles tirés à quelques exemplaires seulement. Un trésor de 350 000 ouvrages, parmi lesquels de nombreuses pièces uniques d'écrivains russes, comme cette dédicace de Tolstoï. Voici la première édition du livre Enfance-adolescence écrit par Tolstoï. Ce livre-là, Tolstoï l'a tenu entre ses mains et il l'a dédicacé à sa tante Pelageya Ilyinishna. Il y a sa dédicace et ses annotations à l'intérieur. Un florilège de trésors littéraires qui éclipserait presque la période plus fermée de l'ère soviétique. Après la révolution de 1917, les bolcheviks interdisent les livres qu'ils jugent contraires à leur idéologie. En 1919, l'écrivain dissident Arkady Averchenko, réfugié à l'étranger, publie le recueil « 12 couteaux dans le dos de la Révolution ». Pas vraiment du goût de Lénine, qui crée alors un fonds spécial pour bloquer et restreindre l'accès à ses œuvres, élargi par la suite à tout ce que le régime juge dérangeant. Dans ce fonds, on pouvait trouver par exemple des cartes postales frivoles du XIXe siècle, qui côtoyaient sur les mêmes étagères un album des Beatles. Parce que la censure n'autorisait pas ce genre d'album dans le pays, donc c'était retiré, et ça finissait ici.
Aujourd'hui, tous les ouvrages sont accessibles, certains seulement à des étudiants et des chercheurs, et la bibliothèque passe doucement à l'ère numérique. La plupart des recherches étant désormais faites sur Internet et non plus sur place.